proposer quelques points, en effet, en guise de conclusion. Alors, on a donc déjà parlé de cette expression de banalité du mal. Je commencerai par reprendre ce que disait l'interprétation que nous en a donnée Jérôme Cernoia dans la première communication, indiquant que sa façon de comprendre la banalité du mal, c'est l'idée que le risque de violence est inhérent à la vie ordinaire, que le mal n'implique pas des comportements rarissimes ou extraordinaires, mais que c'est dans la vie ordinaire même que on peut être confronté à des risques de violence. Dans les discussions qui ont suivi, et je crois que c'est Christelle Didier aussi qui a évoqué le travail de Stanley Milgram, hein, la soumission à l'autorité, qui montre qu'effectivement, des personnages ordinaires peuvent devenir des tortionnaires, alors même qu'à aucun moment ils ne sont des monstres, mais qu'ils se contentent d'obéir aux ordres qui leur sont donnés. Et Pierre Camarata a aussi rappelé l'expérience mise en œuvre par Zimbardo en milieu carcéral. Je voudrais insister un peu sur ce point parce que non plus en utilisant le terme de violence, mais en me rapprochant d'Hannah Arendt, en utilisant le terme d'objectivation. C'est un terme qui a été aussi utilisé par Christelle Didier à plusieurs reprises. Il y a là l'idée qu'une forme du mal, c'est de traiter l'être humain comme un objet. Ou plus exactement, que le risque du mal est inhérent à l'objectivation de l'humanité. Alors ça, c'est très important parce que ça nous renvoie à l'idée d'une expérience ordinaire. Chacun de nous, tous les jours, si je peux dire, nous objectivons, nous avons un rapport d'objectivation avec les personnes avec lesquelles nous sommes en contact. Si je prends le taxi pour me rendre de chez moi à la gare, par exemple, je vais traiter le chauffeur de taxi comme un simple moyen qui va me permettre d'effectuer ce déplacement. Le médecin qui, dans une consultation, examine n'importe quelle partie du corps pour voir ce que vous avez, il est obligé d'objectiver la partie précise qu'il est en train d'examiner. Et il faut qu'il le fasse parce que s'il s'en tenait à un rapport global avec vous, il ne pourrait pas formuler de diagnostic. Donc, cette forme d'objectivation, elle est présente partout. Hein. Quand je vais acheter mon pain à la boulangerie, c'est pareil. Je traite le boulanger comme l'objet de mon achat. Dans des situations éducatives, si un enseignant donne une consigne de travail aux élèves du type vous prenez votre livre de mathématiques et vous allez faire l'exercice temps page temps, là il y a aussi une dimension d'objectivation. Alors c'est, si j'ai bien compris ce que disaient nos collègues éthiciens, c'est cet aspect inévitable de rapport objectif entre les humains qui justifie l'importance de l'éthique. L'importance de l'éthique, ça veut dire que dans la vie ordinaire, on ne doit pas oublier qu'en dépit des relations d'objectivation qui sont inévitables et sans lesquelles on ne pourrait pas mener à bien nos projets, on ne doit pas oublier que nous avons aussi affaire à des êtres humains en face de nous et que nous sommes en relation avec des êtres humains. Alors, c'est là que je reviens à Hannah Arendt et à ce qu'elle a dit sur le totalitarisme, puisque la thèse principale de son ouvrage, c'est que
ce que le totalitarisme comme régime politique a essayé de faire, c'est précisément dépouiller les humains de leur humanité. Dépouiller les humains de leur humanité, produire une mort symbolique, pourquoi pas, hein, réduire les personnes à des simples membres d'une espèce qui ne se différenciera pas d'une autre espèce animale, autrement dit, à un ensemble de stimuli-réponses, hein, sans individualité, sans spontanéité, sans personnalité, sans caractère. On a là, pour Hannah Arendt, la pensée de ce que c'est le mal, de ce qu'est le mal, pardon. Elle écrit « Le totalitarisme fait apparaître un mal radical au sujet duquel une seule chose semble claire. Le mal radical est apparu en liaison avec un système où tous les hommes sont au même titre devenus superflus. Les manipulateurs de ce système sont autant convaincus de leur propre superfluité que celle des autres. Et les meurtriers totalitaires sont d'autant plus dangereux qu'ils se moquent d'être eux-mêmes, vivants ou morts. » Cette possibilité de considérer l'humanité comme étant superflue, c'est pour Hannah Arendt la nouveauté entièrement inédite des régimes totalitaires, quelque chose qui n'avait jamais été imaginé jusque-là. Alors, dans la deuxième partie de la conclusion, je voudrais évoquer simplement et reprendre dans les communications qui ont été faites des réponses possibles à cette expérience du mal et au risque qu'il fait courir. Je suis bien obligé de dire tout de suite que Hannah Arendt, me semble-t-il, dans sa pensée politique, a été quelqu'un d'assez pessimiste. Les réponses il y a des réponses qu'on peut faire valoir, mais c'est quand même plutôt le pessimisme qui va l'emporter, même si ça ne veut pas dire, pessimisme ne veut pas dire découragement, et il est tout à fait évident que Hannah Arendt n'aurait jamais imaginé qu'il fallait renoncer à lutter contre cette menace du totalitarisme. La première réponse, à propos du procès Eichmann, on peut l'évoquer en disant Eichmann est quelqu'un qui ne pensait pas. C'est ce que dit Hannah Arendt. C'est quelqu'un qui est complètement dépourvu d'esprit critique et de capacité à penser. Alors, c'est vrai que certainement, c'est une réponse importante si on obéit aux ordres sans réfléchir, sans faire preuve d'esprit critique. C'est très différent que si on a cette capacité. Soit. En même temps, j'ai l'impression quand même que cette capacité réduite à elle-même, autrement dit déconnectée de conditions politiques qui la rendent possible, je ne sais pas si Hannah Arendt y croyait beaucoup. Et je reviendrai sur ce point ensuite. Je voudrais simplement évoquer un point qui l'a beaucoup marqué, qui l'a beaucoup traumatisé, dont on n'a pas parlé, et j'en parle maintenant. En 1933, quand les nazis sont arrivés au pouvoir en Allemagne, Hannah Arendt était dans un milieu universitaire, elle avait soutenu sa thèse, elle était en relation avec Heidegger, avec Jaspers, elle connaissait très bien le milieu académique, et elle en a parlé dans une interview qu'il a donnée beaucoup plus tard à la télévision allemande. Elle a constaté une très forte différence, dit-elle, à ce moment-là, entre la réaction des intellectuels et des universitaires qui, dans un grand nombre de cas, ont toléré l'arrivée des nazis au pouvoir, voire ont même cherché à la justifier. Et c'est ce qui l'a traumatisé, en élaborant des théories toutes plus surréalistes les unes que les autres, dit Hannah Arendt, alors qu'en même temps, ajoute-t-elle, les personnes beaucoup moins qualifiées intellectuellement, beaucoup moins diplômées qu'elles pouvaient fréquenter, se faisaient beaucoup moins d'illusions sur ce qui était en train de se produire. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire que dans son cas, la capacité de penser sur la forme d'une résistance n'est pas une question de niveau de formation intellectuelle pour Hannah Arendt. Elle a, dit-elle, expérimenté le fait que des gens beaucoup moins diplômés, beaucoup moins formés intellectuellement, comprenaient beaucoup mieux ce qui était en train de se passer. Et ça a été une expérience traumatisante aussi, puisque, arrivée en France, elle avait juré de ne plus jamais avoir affaire
avec des milieux universitaires et académiques, ce qui a rendu ses relations avec les philosophes français un peu compliquées au départ. Donc la pensée, pourquoi pas, mais la pensée réduite à elle-même, est-ce suffisant? Ça n'est pas sûr. Une deuxième réponse qui a été abordée, elle concerne les convictions morales. À la place d'Eichmann, je ne l'aurais pas fait. Moi, je n'aurais pas, je ne l'aurais pas fait. J'aurais fait preuve de courage, par exemple. J'aurais résisté. Donc, on peut ici, on pourrait faire valoir des convictions morales pour lutter contre le phénomène du mal. Personnellement, je crois pas que je dirais à la place d'Eichmann, je ne l'aurais pas fait. Je ne dirais pas non plus à la place d'Eichmann, j'aurais fait exactement la même chose qu'il a fait. Je pense qu'il est très difficile, en fait, de savoir individuellement ce que l'on ferait dans ce genre de situations qui sont proprement inimaginables, où il est presque impossible d'anticiper ses propres réactions. Il est très difficile de savoir si nos convictions morales seraient suffisantes pour résister ou pas. Et il me semble qu'on peut surtout se féliciter de ne jamais se trouver dans ce genre de situation. Et on peut d'ailleurs, comment dire, être content de vivre dans des pays où on ne se trouve pas dans ce genre de situation. Et donc, ça conduit à une troisième réponse qui est la réponse politique. Cette réponse a été abordée à plusieurs reprises et personnellement, je la trouve très intéressante. Frédéric Faure en a parlé et puis également Jérôme Cernoia, mais Frédéric Faure en particulier, quand il a évoqué son exemple, pour dire que ce qui lui paraissait le meilleur garde-fou, la meilleure sécurité contre les risques de dérive, de violence, c'est l'organisation de l'institution. Plus que l'esprit critique individuel, plus que les convictions morales des personnes, ce qui a été mis en avant, là, c'est l'organisation de l'institution, la mise en place d'espaces de régulation, alors avec la nuance que Rémi Casanova a apportée tout à l'heure et qui est, à mon avis, effectivement très importante. Un espace de régulation en lui-même peut aller dans le mouvement de l'institution et ne pas s'y opposer, ça c'est tout à fait vrai. Mais néanmoins, on a quand même cette idée que l'organisation institutionnelle est une réponse, dans les réponses disponibles, est la réponse la plus forte au risque de violence. Et notamment, ce que Frédéric Faure a signalé aussi, c'est l'idée du contrôle extérieur. Là encore, on en a parlé, le fait de soumettre les pratiques à un contrôle de personnes extérieures est quelque chose qui est certainement dans les réponses les plus fortes à la violence et au mal que l'on puisse trouver. Alors pour Hannah Arendt, la réponse politique a un deuxième sens. Et ce deuxième sens, c'est Christelle Didier qui en a bien parlé à propos des ingénieurs, quand elle disait que pour elle, la formation éthique dans la formation des ingénieurs débouchait sur l'idée d'engagement en politique. C'est tout à fait clair que Hannah Arendt considérait que c'est à ce niveau-là, au niveau de l'organisation de la communauté humaine, au niveau de l'organisation des institutions, que l'on pouvait définir les contre-pouvoirs qui sont susceptibles de faire obstacle à la violence. Comme elle l'indique dans la page que j'ai lue dans l'introduction, il y a eu la crise des régimes parlementaires dans les années 20 qui a produit un affaiblissement très fort des démocraties qui ont donc ouvert la porte, si je peux dire, au totalitarisme. Donc, Hannah Arendt pointe ce niveau politique de l'organisation institutionnelle et de l'organisation des institutions démocratiques. Et puis, plus globalement, alors, ce sera le dernier point sur lequel que je mentionnerai dans cette conclusion, dans son ouvrage de 1958, dont je reparlerai tout à l'heure, en début d'après-midi,
Hannah Arendt réfléchit effectivement sur les évolutions sociales et historiques, donc non seulement le niveau politique, mais un niveau encore plus fondamental, si je peux dire, le niveau des évolutions sociales et historiques qui ont rendu les régimes totalitaires possibles. Et il y a ici l'idée d'aliénation du monde que Christelle Didier a mis en évidence, qui est très important, qui s'exprime avec la notion de société de masse, hein, c'est-à-dire d'organisation d'individus qui sont atomisés, pour lesquels les formes de socialisation traditionnelles ont disparu, hein, et qui sont réduits à des agrégats d'atomes individualisés, urbanisés. Et Hannah Arendt nous dit, ces sociétés de masse, ce sont elles qui sont le terreau propice au totalitarisme. On a, dans la conclusion de l'ouvrage sur les origines du totalitarisme, une distinction conceptuelle intéressante que Hannah Arendt fait entre deux termes qui sont proches, c'est le terme de solitude et le terme de désolation. Hannah Arendt, en tant qu'intellectuelle et philosophe, est quelqu'un qui était habitué à la solitude et qui aimait bien la solitude. Elle pense que la solitude, notamment, est la condition de la créativité artistique ou de la créativité intellectuelle. On a besoin de solitude. Mais ce qu'elle nous dit, c'est que la désolation, ça n'est pas la même chose que la solitude. Solitude, ça traduit l'anglais solitude, alors que désolation, ça traduit l'anglais loneliness, hein, le fait d'être seul. Ou en français, de façon encore plus caractéristique, le fait d'être privé de sol. Hein. Être désolé, c'est être privé de sol. Et là, il y a cette idée d'aliénation du monde qui revient avec cette notion de désolation. Les sociétés de masse sont des sociétés dans lesquelles il y a un mouvement perpétuel, les gens sont pris, on y reviendra peut-être, dans un cycle perpétuel de travail, consommation, divertissement. Hein. Qu'est-ce qu'on fait du temps libre, a posé la question Christelle Didier. Hein. Un cycle perpétuel qui fait que nous sommes prêts à être enrôlés dans les mouvements totalitaires. Et donc, on a là une des conditions les plus fondamentales du totalitarisme, c'est ces évolutions en direction de sociétés de masse, de sociétés caractérisées par la foule solitaire, vous savez, comme dit David Riesman, un contemporain d'Hannah Arendt, des sociétés qui sont propres au mouvement totalitaire. Donc, une façon de répondre, hein, une façon de lutter contre la menace totalitaire et la menace du mal, c'est de maintenir, de prendre soin le plus possible du monde humain tel qu'il existe, avec ses institutions politiques en particulier, mais aussi dans toutes ses dimensions culturelles, économiques, sociales, humaines. Voilà, je m'en tiens là pour cette conclusion et je vous remercie de votre attention.